Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu, des programmes qui sont diffusés via notre réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires dans tout le Niger. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du forum Studio Kalangu qui a pour thème promotion des énergies et des énergies renouvelables au Niger. Quelle avancée! L'accès à l'énergie est une composante essentielle du développement économique et social d'un pays. Au Niger, selon les données officielles, le taux d'accès à l'électricité est d'environ 13%, malgré l'existence d'un important potentiel tant en énergie fossile qu'en énergie renouvelable. Pour redynamiser le développement de l'offre de l'électricité et pour un accès universel à l'électricité à l'horizon 2035, le Niger s'est doté de plusieurs textes, à savoir le Code de l'électricité, la politique nationale d'électricité et la stratégie nationale d'accès à l'électricité. Alors avec tous ces rudiments, quel est l'état des lieux de l'accès à l'électricité au Niger? Comment mieux utiliser les énergies renouvelables pour un meilleur accès à l'électricité et quelles sont les avancées enregistrées dans la promotion de ces énergies renouvelables au Niger? Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. Gado Salifou. Il est directeur général des énergies renouvelables et efficacité énergétique au ministère des Énergies et des Énergies renouvelables. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Malamissa Rabiou, il est chargé des programmes au sein du collectif pour la défense du droit à l'énergie CODAE, également président de la coalition nigérienne des organisations pour le développement des énergies renouvelables. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Merci d'être venu. Je suis Nafisa Adam Sirfou à la modération. Bonsoir à tous et merci donc de votre fidélité au programme de Studio Kalangu. Chers invités, merci d'être venus. La promotion des énergies et des énergies renouvelables au Niger, à quelle avancée, c'est le thème de notre forum. Je commence donc avec vous, Monsieur Gado Salifou. Vous êtes le directeur général des énergies renouvelables et efficacité énergétique. Quand on parle d'énergie renouvelable, on fait allusion à quoi? Qu'est-ce que c'est les énergies renouvelables? La pénétration des énergies renouvelables, en tout cas, ça a une grande avancée au niveau du Niger. Et c'est en train d'avancer encore à un rythme quand même accéléré. Parce que la première centrale que nous avons, donc, elle a été inaugurée en novembre 2018. Oui. C'est celle de 7 MW. En tout cas, toute une centrale injectée sur les réseaux ou dans les réseaux. Dans tous les cas, il y a des petites centrales ou des installations au niveau individuel. Donc tout ça, c'est à compter, ce sont des énergies renouvelables. Voilà. L'énergie renouvelable, c'est quoi? C'est toute énergie, n'est-ce pas, qui peut se renouveler, qui peut se régénérer au fur et à mesure qu'on l'utilise, qu'on la consomme. Mais son rythme de régénération est supérieur au rythme de sa consommation. C'est-à-dire voilà. C'est-à-dire elle est inépuisable. Voilà. Quand on prend le cas du soleil, c'est la même chose. Mais on peut avoir des moments qu'on ne la trouve pas parce qu'on dit que ce sont des sources intermittentes. Ça dépend des conditions climatiques. Aujourd'hui, vous avez des nuages, quelle que soit l'autre santé, vos panneaux que vous avez étalés, vous n'aurez rien. S'il y a un vent ou un nuage, en tout cas, qui cache complètement le soleil. Ça dépend donc des sources. Effectivement, donc vous avez le vent aussi, c'est intermittent. Donc tout ça, ce sont des sources renouvelables. En tout cas, les 5 principales, c'est le soleil, le vent, n'est-ce pas, la géothermie et l'énergie éolienne et l'hydroélectricité et l'hydraulique. Donc vous savez, ce sont des barrages. Aujourd'hui, nous avons un barrage de Kandaji qui est là, en tout cas, en pleine construction. Mais donc, quels sont les types d'énergie qu'on retrouve ici au Niger? Ce qu'on trouve, en tout cas, au Niger, on a le soleil qui est là, ça c'est incontestable. Nous avons le vent aussi, et vous avez donc aussi l'eau qui est là, le fleuve qui coule, en tout cas H24. Bon, avec un débit qui varie en fonction, en tout cas, de le mois de l'année. Donc, voilà. Mais il y a la géothermie aussi. Ça aussi, on peut dire, en tout cas, ça reste à confirmer au niveau de Tawa. Voilà. Au Tawa, à Tawa, l'eau de robinet, vous savez comment c'est chaud. Une certaine température, vous ne pouvez pas l'avaler dès lors que vous la prenez au niveau du robinet, ni encore moins se laver. Il faut la laisser se reposer. Voilà, elle est tellement chaude l'eau. Voilà, donc c'est ça la géothermie, donc c'est la température, en tout cas au niveau de la terre, donc il est ici aussi. Donc en tout cas, le principal, c'est ça que nous avons.
Et c'est ceux qui sont confirmés. Mais j'ai dit on a 3 confirmés, mais la géothermie, ça reste à confirmer comme potentiel. Mais à la date d'aujourd'hui, quel est l'état des lieux de leur exploitation ici au Niger? L'exploitation, le solaire, dans tous les cas, ça c'est un peu partout, sur tous les toits. Vous avez des panneaux solaires. Oui, justement. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, par rapport à l'éolienne, il y a eu des anciennes expériences qui ont été utilisées dans le pompage. Donc, au niveau des... En tout cas, certaines localités du pays vers Filangué. Donc, il y a eu aussi un atelier au niveau de Ndonga qui a construit en tout cas une certaine variété. Là, c'est CW, je crois. Si je me rappelle très bien, parce que c'est vieux, ça fait des années. Donc, mais en termes de production d'électricité, jusque-là, il n'y en a pas. Mais il y a des perspectives. Parce que, il y a quelques mois, donc, le ministère a déjà signé un MOI. Avec la un MOU, c'est quoi? C'est un mémorandum d'entente. Voilà, c'est-à-dire c'est juste pour commencer. Voilà. Donc, en tout cas, aller dans le sens d'exploiter. En tout cas, ces types d'énergie. Donc, avec Savannah, donc c'est au niveau de la Tarka, dans la région de Tawa. Donc, en tout cas, c'est pour, en tout cas, construire des centrales. Donc, c'est vraiment un parc, hein, parce que c'est pas une seule, c'est pas une seule éolienne, parce que donc, c'est tout un parc. Donc, c'est pour produire 250 mégawatts. Par jour. Voilà, non pas par jour. Ça, c'est la puissance installée. Voilà. Là, ça, quand on dit par jour, ça, c'est vraiment l'énergie. Et là, ça dépend des conditions climatiques, comme je dis. Voilà. Alors, monsieur le directeur, toutes ces énergies que vous venez de citer sont pratiquement utilisées ici au Niger. Mais quel est leur avantage pour la population même Oui, l'avantage, d'abord, c'est avoir l'énergie. Parce que c'est l'énergie, dans tout ça, c'est pour avoir l'énergie, quel qu'il soit. Pour avoir accès à accès à l'énergie. Donc maintenant, l'usage, maintenant le service, ça dépend. Ça peut être l'éclairage, ça peut être en tout cas l'exorde d'eau. Ça dépend de là où l'on utilise, ou bien la production agricole. Donc pour essayer d'arroser au niveau donc, des aménagements et autres. Donc c'est ça le service. Mais l'accès, c'est l'électricité, donc l'énergie électrique. Donc c'est ça la finalité. En tout cas, quelle que soit l'installation, c'est pour, en tout cas, produire l'électricité et après, maintenant, la conduire vers l'usage, en tout cas, dont on souhaite. Merci donc pour ces précisions. Nous allons revenir vers vous, le temps de donner la parole à M. Rabiou Issa du CODAE. Alors, vous venez d'entendre, M. le directeur, sur les types d'énergie qu'on retrouve ici au Niger, à savoir le soleil, le vent, l'énergie éolienne. Quelle est votre perception? Comment vous appréciez la situation énergétique même du Niger, d'abord? Nous remercions le studio Kalangu de nous donner de la parole de temps en temps pour donner nos points de vue par rapport à la situation, notamment d'accès à l'électricité. Bon, vous avez vous-même rappelé un taux d'accès à l'électricité. Bon, dans tous les cas, même si c'est 17% en 2023, c'est l'un des taux les plus faibles au monde et même de la sous-région. Ça veut dire que sur 100 Nigériens, il n'y a que 17 qui ont accès à l'électricité. C'est assez faible. Oui, c'est trop faible. Mais nous saluons quand même les gros efforts qui sont en train d'être faits actuellement par l'État du Niger et ses partenaires. Quels sont ces efforts? Oui, normalement c'est au DG de vous dire, mais nous, juste on est impliqués en tant qu'acteurs du domaine, mais c'est au DG de vous citer tous les projets qui sont en cours, le NESAP, le projet Haske, le projet Rana, tous ces projets dont j'évoque sous le contrôle de monsieur le directeur général de l'énergie. Je parle du projet NESAP, qui tend vers sa fin, le projet Haske, NELACEP et même le projet Rana. Donc c'est des projets qui ont des composantes autour vraiment de l'accès des populations à l'électricité et à l'électrification rurale par système solaire photovoltaïque qu'on appelle les mini-réseaux, et puis il y a même l'élargissement du réseau de la Nigélec. Donc avec tous ces projets qui sont en cours actuellement, dont nous saluons comment ils sont en train d'être mis en œuvre, donc le Niger sera
au rendez-vous de 2030-2035, avec un grand taux d'accès des citoyens à l'électricité. Donc 17%, c'est le chiffre, comment dirais-je, de l'accès à l'électricité ici au Niger par la population, un chiffre assez faible selon vous, M. Rabiou. Alors sur le terrain, quels sont les vrais problèmes que rencontre la population en matière d'accès à l'électricité ici au Niger? Très bien. C'est ça même la principale préoccupation des consommateurs que nous sommes. Donc, Monsieur le directeur général de l'énergie, donc vraiment les consommateurs ont des soucis. Donc le consommateur dénonce un problème de régulation, la fixation même des tarifs. Toutes les localités rurales du Niger qui sont raccordées à la Nigélec payent le kilowattheure à 59 francs. Maintenant, les localités qui sont électrifiées par mini-réseau solaire, là, le prix varie. Vous avez jusqu'à 250. Il y a des localités qui payent le kilowattheure à 250 francs. Ce qui n'est pas normal ou quoi? Ce n'est pas normal. Comment on va faire en sorte que... En temps normal, c'est combien? J'ai dit les localités rurales électrifiées par Nigélec. Voilà. Elles payent le kilowattheure à 59 francs. Vous avez des preuves? Mais c'est ça le tarif voilà. en vigueur. Le DG le connaît. Maintenant, les localités rurales électrifiées par mini-réseau solaire, ça, c'est un tarif qui varie. Il y en a des localités qui payent les kilowattheures à 150, d'autres à 200, d'autres à 180. Il y en a qui payent jusqu'à 250 francs. Donc ça, nous, on n'accepte pas ça. Ce n'est pas normal. Et par rapport à la régulation, l'État du Niger a déjà une expérience pour réguler des secteurs où compétissent des structures étatiques et des structures non étatiques. Par exemple, dans le secteur de la télécommunication, nous avons une société d'État qui s'appelle Niger Télécom, qui compétit dans le sous-secteur avec des privés, Airtel, Move et autres. Mais l'État a un seul régulateur. Et ce régulateur s'appelle ARCEP et il chicote en même temps la société d'État et les privés. Mais pour le secteur de l'électricité, c'est pas ça. C'est l'ARCE qui régule, qui fixe les tarifs pour l'électricité de la Nigélec. Par contre, pour les mini-réseaux, ça c'est Ampère. Donc, il y a deux régulateurs pour le même produit. Donc, c'est pourquoi on a cette disparité de prix. Donc, ça c'est un problème. Donc, le fait même qu'il y ait des régulateurs pour le même produit, c'est un problème. Et cette situation, maintenant, a créé ce que nous vivons. Donc, il y a des on peut avoir deux localités voisines, juste à 3 km, parce que l'autre est électrifiée par Nigélec, elle paye les kilowattheures à 59 francs, et l'autre, parce qu'elle est électrifiée par un mini-réseau, elle paye les kilowattheures à 250 francs. C'est pas normal. Dans le même pays. Il y a intérêt à l'État de régler ça. Donc, ça, c'est un cri de cœur de nous autres structures de consommation qui dépendent les droits de consommateurs. Et nous avons d'autres problèmes aussi, si vous permettez. Nous allons en venir à plusieurs autres problèmes. Okay. Alors, monsieur le directeur, vous venez d'entendre les problèmes cités, quelques problèmes cités par le CODAE. On sait que 60 ans après l'indépendance du Niger, à l'entendre, donc le Niger continue vraiment de connaître des problèmes face à l'accès à l'électricité. Comment expliquer cela? Merci. Donc, ce qu'il vient de dire, je dirais que c'est une réalité. Il y a deux régulateurs. Parce que du point de vue des sortes en énergie électrique, la Nigélec, en tout cas, c'est l'opérateur principal. Mais Nigélec ne peut pas aller partout. Si Nigélec essaie de partir partout, elle va s'écrouler. Parce qu'il faut assurer l'équilibre financier, comme on dit. Au moins, arriver en tout cas à supporter les charges. Parce que la Nigélec n'a pas été créée pour faire des bénéfices. C'est ça la différence.
Et Nigeria ne peut pas aller partout parce que c'est des gros investissements. L'énergie, c'est des milliards. C'est pas question des milliards. Il faut investir beaucoup. Voilà. Donc là où Nigeria n'arrive pas, c'est pour cela que l'État a créé l'ANPAR. Ça s'appelle donc Agence de promotion de l'éducation en milieu rural. Donc là-bas, vraiment, c'est des parents pauvres. Donc c'est la plus grande majorité de la population. Oui, ça lui permet d'accéder facilement. Voilà. Oui. L'accès, c'est une justice sociale. C'est pour cela que l'État a créé l'ANPAR. Oui. L'État a créé l'ANPAR en tout cas parce que là-bas, c'est un autre mécanisme qu'il faut voir. Parce que si Nigeria, heureusement que maintenant, on a pu quand même récupérer, raccorder certaines localités sur les réseaux. Sinon, il y a certaines localités qui étaient alimentées par des groupes électrogènes, là où vous n'arrivez même pas à assurer le carburant, c'est-à-dire les recettes mensuelles. On n'arrive même pas à assurer le carburant. En plus, la maintenance, le salaire, en tout cas de tous ceux qui ont comme personnel, vous voyez. Donc, ceux qui sont raccordés au réseau et les autres qui sont... Donc, pourquoi c'est le même prix et tarif? C'est ça la justice, l'équité. Donc, ce qu'on a fait, c'est appliquer la péréquation. Donc, la péréquation croisée, c'est une subvention croisée. Voilà. Donc, c'est ceux qui sont raccordés au niveau du réseau interconnecté. Parce que vous savez que l'énergie, en tout cas, ça, en fonction des années, c'est dans les 70% que nous importons du Nigeria. Et cette énergie, elle est la moins chère. Parce que nous, l'important, c'est des énergies qui ne pèsent pas beaucoup, mais de l'autre côté, des groupes électrogènes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas à la portée de tout un chacun. Mais l'État s'est forcé pour créer cette péréquation pour que chacun paye le même montant. Donc là où il n'y a pas l'Angélec, c'est d'autres opérateurs. Et ça, il y a des textes quand même qui sont en train d'être pris. En tout cas, et aussi, les textes ne suffisent pas. Ça, c'est par rapport pour encadrer en tout cas la gestion de ces réseaux qui se trouvent dans ces centres isolés, donc qui seront gérés par des opérateurs de services délégués, comme on les appelle. Ce sont des privés. Un privé, quand il vient, il faut qu'il s'en sorte, n'est-ce pas? Et donc là, pour que, en tout cas, que ça soit accessible, c'est une question de coût. Donc le coût, l'État, en tout cas, va essayer. Donc, en tout cas, jusque-là, on est encore là, en tout cas, en train de mettre en place un fonds qu'on appelle fonds d'électrification rurale. Donc, si jamais le pont arrive à être, en tout cas, opérationnel, donc, en tout cas, de l'autre côté, ils vont sentir un certain soulagement. C'est comme le gaz. Le gaz, on sait combien ça valait. S'il fallait le payer à sa juste valeur, mais l'État a intervenu pour que ça soit accessible à tous. Donc, c'est la politique. Mais les choses, c'est en tout cas au fur et à mesure. Récemment, la centrale de Gourbanda a été inaugurée, a été réceptionnée, si je peux le dire. Nonobstant cela, le problème d'accès à l'électricité, la fourniture d'électricité connaît des perturbations tantôt en ville, dans les régions. Mais dans ce contexte-là, comment la population peut avoir accès à l'électricité avec ces énergies renouvelables? Ok, merci. Vous savez, comme on dit, l'électricité, c'est d'avoir une gestion. C'est une gestion d'abord. Le tout n'est pas d'avoir l'ouvrage sur place. La question de maintenance, la question aussi de ces aléas, n'est-ce pas? Aussi du point de vue exploitation que du point de vue climatique. Voilà. Et la centrale a été inaugurée, on vous a bien dit, c'était bien dit, qu'elle sera injectée donc, à partir du mois d'août. Donc elle n'est pas encore opérationnelle. Donc c'est juste on est en train de finaliser, donc là, pour l'injecter. Et là, si on l'injecte, donc le changement va arriver. Mais de l'autre côté, comme je dis, la ligne, elle ne suffit pas. On l'a dépassée depuis longtemps. C'est pour cela qu'on a mis Gourbanda, on a mis Sisma, donc un opérateur indépendant, donc, qui est là, privé, donc, qui apporte toujours en tout cas son concours pour que les gens, sinon, s'il n'y avait pas ces deux, avec la chute des pylônes là, mais ça serait du nord. D'accord. On aurait 0 MW à Niamey. Alors, M. Rabiou, pour rappel, les recherches du défunt professeur Abdoumouni Diofo, premier agrégé en physique sur le continent africain, ont permis la fabrication des chauffe-eau solaires et plusieurs autres équipements solaires made in Niger. Alors, selon vous, à la date d'aujourd'hui, où en sommes-nous à propos de toutes ces inventions qui nous permettent vraiment d'utiliser convenablement les énergies renouvelables? Bon, merci, madame. Par rapport aux découvertes du professeur Abdoumouni,
Je peux dire qu'elles sont là sous forme de prototypes, C'est-à-dire toujours d'échantillons qui sont là exposés à la NORSOL et qu'à l'occasion de certains événements, juste on les montre aux citoyens. Sinon, il n'y a vraiment pas eu d'autres recherches malheureusement qui permettent de les développer pour avoir en grande quantité, pour satisfaire même le besoin national, à plus forte raison exporter. Donc jusqu'à présent, à l'occasion de certains événements comme la journée du 7 avril, la journée des énergies renouvelables, au début du mandat de la 7e République, donc cette journée était fêtée. Et on nous expose ces équipements, des fours solaires, etc., etc. Mais vraiment, ils sont toujours là sous forme de prototypes. Il n'y a pas eu d'autres recherches complémentaires qui permettent de les développer, de les vulgariser pour que ça devienne accessible à tous les citoyens. Vraiment, pour les solaires thermiques, il n'y a pas eu une grande expansion, un grand développement de la technologie. Donc, c'est ce côté photovoltaïque. Donc, et ça, ce n'est pas de produits fabriqués au Niger, c'est des produits qui nous viennent de l'extérieur, malheureusement. C'est ça qui sont en train de se répandre dans nos villes et campagnes qu'on retrouve. Oui, oui. Monsieur le directeur, un mot peut-être sur cette question de la découverte vraiment de la fabrication des chauffe-eau solaires issus de recherches du professeur Abdou Moumouni. Oui, madame. Donc, je vais un peu rectifier par rapport aux énergies. J'avais omis la biomasse, parce que ça, c'est le bois énergène. Donc, voilà, ça aussi, c'est une chose qui se régénère, parce que dès qu'on coupe, biomasse, il est censé que ça soit entretenu. Par rapport à ces recherches, vous savez, une fois la recherche effectuée, maintenant, il faut passer à l'étape industrielle pour produire. Et là, c'est des fonds. Et c'est surtout, c'est là où le bas blesse. En tout cas, nos opérateurs qui sont là, c'est-à-dire ils n'ont pas cet esprit d'investir dans l'actionnariat, en tout cas pour développer des choses qui soient là, qui pouvaient servir. Parce que l'État, dans tous les cas, il n'est pas là pour produire. Donc vraiment, l'État montre la voie. C'est vrai, il faut faire des projets pilotes. Et les projets pilotes, on l'a fait, on l'a vu sur les toits, des chauffe-eau solaires qui sont dans les maternités, dans les centres de santé. Et jusqu'aujourd'hui, donc, toute la question est là. C'est-à-dire, les privés n'ont pas suivi, en tout cas pour aller vers en tout cas, la phase production. Toute la question est là. Donc, c'est comme les autres projets. Si aujourd'hui, quand on prend les projets dans certains pays, ce sont les populations, franchement, qui investissent. On ouvre et tout le monde investit. Après, l'ouvrage voit le jour. Et on met tout simplement un modèle, tout simplement, comment tout le chagrin va se retrouver. Et ça profite à la nation. Et il faut que, quand qu'on songe à un moment, il faut croire. Il faut croire en soi-même. Pas toujours attendre des autres. Je le disais dans les titres en introduction, monsieur le directeur, pour redynamiser le développement de l'offre d'électricité à l'horizon 2035, le Niger s'est doté de plusieurs textes, à savoir le code de l'électricité qui a été adopté en juin dernier en Conseil des ministres. Parlez-nous de ce code d'électricité. Le code d'électricité, comme je dis, c'est toujours un projet parce que ça n'a pas encore franchi l'étape du Parlement. Donc c'est toujours un projet. Mais autant parler de l'existant, donc la loi 2016, en tout cas 05, donc du 17 mai 2016, qui porte encore c'est ça qui est en train d'être révisé. Donc il faut toujours faire avec ce qu'on a sous la main. Voilà. Et dans tous les cas, ça par rapport à la promotion, et si c'est de ça que vous parlez, donc du manière générale l'énergie, donc lui il a consacré en tout cas l'ouverture du segment, quel que soit le type d'énergie, conventionnelle ou renouvelable, on peut venir construire en tout cas un modèle, en tout cas, un cadre, comme les conventions, c'est bien défini, il y a un décret donc, sur le modèle des conventions, donc on signe avec l'État maintenant, donc, et là on met, en tout cas, y compris l'ouvrage à réaliser, et aussi les engagements des uns et les obligations des uns et des autres, comment ça sera réalisé, comment ça sera exploité, et voilà, c'est un PPP, dire qu'il est exploité, et après transféré, à la fin d'une certaine période. D'accord. Voilà. Donc,
Et aujourd'hui, nous avons une centrale de 50 MW dont le processus en tout cas est en cours. On a déjà lancé l'appel d'offres, on a fait les déploiements. Donc maintenant, bientôt, on va penser à la sélection, en tout cas, des promoteurs, en tout cas le privé, qui va en tout cas construire, donc dans un cadre bien encadré. Mais ici au Niger, selon vous, quelle est la source même d'énergie la plus efficace qu'on peut utiliser? La plus stable. Oui, la plus stable. Si on arrive à avoir notre charbon, c'est ce qui est plus stable. Le charbon. Voilà. Comment l'utiliser alors? Le charbon, c'est une chance. C'est ouvrir la mine, extraire le charbon, faire une chaîne de traitement et l'introduire au niveau de la chaudière. Donc, chauffer les produits de la vapeur, envoyer donc au générateur jusqu'à avoir le courant. Mais est-ce que ça, c'est stable. Oui. Ça, c'est une source qui est stable. Elle est là. Donc, on peut vraiment avoir une production stable. Mais est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont en train d'être faites dans ce sens? Voilà. Il y a eu des études, plus que des réflexions, c'est des études qui ont été faites. Maintenant, c'est une question d'argent. C'est ça qui bloque. D'accord. C'est ça qui bloque. Si à l'argent aujourd'hui, ça va avoir son jour. Et c'est ça le vrai projet sur lequel nous comptons tous. Monsieur Rabiou, je rappelle que vous représentez le CODAE. Alors, malgré l'existence de plusieurs dispositions prises par le gouvernement ici au Niger, le secteur de l'électricité, comme vous le disiez, connaît toujours des problèmes. Au niveau du CODAE, comment vous abordez cette question? Ok, je vais continuer là où le DG s'est arrêté. Il y a eu des études par rapport à la centrale thermique de Salkadamna, qui va utiliser du charbon pour produire 600 MW. Mais le DG parle de problème d'argent. Moi, je ne vois pas ça sous ce sens. C'est un problème de volonté politique. Donc, s'il y a la volonté politique, même demain, la centrale thermique de Salkadamna va avoir lieu. Le fait de penser même à la création ou bien de cette centrale, c'est déjà une avancée. Oui, les autres régimes, ils ont pensé, ils ont fait des études, tout. J'ai été à Tawa pour la validation des études d'impact environnemental de la centrale thermique de Salkadamna. Tout a été fait. Et au début de la 7e République, on nous a même parlé d'une société américaine, Californie, qui va venir construire ça. Après, les acteurs du changement climatique ont intervenu. Et par manque de volonté politique, donc la centrale n'a pas eu lieu. C'est un problème de volonté politique. S'il y a la volonté politique, l'argent ne va pas manquer. Donc, c'est vraiment de la volonté politique qu'il n'y a pas. Mais qu'est-ce que vous faites au niveau de votre coalition pour changer cela? C'est de les rappeler la nécessité de faire ça et d'oublier cette convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui constitue une corde au cou de nos pays. Parce que les pays européens, ils ont utilisé le charbon depuis le train jusqu'au navire, etc., jusqu'aux centrales électriques. Ils ont utilisé le charbon pour se développer. Après, ils nous disent non, ça pollue l'environnement. Nous, on ne va pas extraire nos charbons. Donc, ça, c'est un manque de volonté politique. Parce qu'il y a des pays qui continuent à extraire leur charbon. Ils s'en foutent de cette convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. C'est ça qui décourage les États à extraire le charbon pour produire l'électricité. Parce qu'on dit que ça produit beaucoup de dioxyde de carbone qui est à la base du changement climatique. Il y a un manque de volonté politique selon Rabiou. Oui, Monsieur le directeur, vous voulez réagir? En fait, manque de volonté politique, je dirais non. Parce que déjà, dès lors que le politique s'est engagé, la volonté déjà y est. Peut-être un soutien politique plus ferme, d'accord, je suis d'accord. Mais pas de volonté politique. Déjà, le politique s'est engagé. La volonté, elle est là. Et pas plus tard qu'avant-hier, le président, en tout cas, dans son discours, à Paris, il a dit que nous nous opposerons à toute politique qui va nous priver d'utiliser nos sources fossiles. Donc ça veut dire que la politique, en tout cas, elle est là, mais comme j'ai dit, c'est une question de sous. Parce que c'est des milliards. Si aujourd'hui, Kouda peut aider, ou en tout cas à trouver ces sous, à faciliter en tout cas au gouvernement, parce que si aujourd'hui,
C'est parce qu'on n'a pas l'argent. Personne ne va aller nous empêcher d'utiliser le charbon. Mais c'est parce qu'on charge auprès des autres. Toute la question est là. Si on ne chargeait pas auprès des autres, on allait déjà s'engager. Donc c'est une question de grosse... Et l'État aussi a des priorités, certes. Bon, maintenant le reste, en tout cas, il faut faire avec le temps. Mais monsieur le directeur, au niveau de votre ministère, qu'est-ce qui est fait pour promouvoir davantage l'utilisation des énergies renouvelables? Mais d'abord, le texte dont vous parlez, la stratégie, elle a bien dit à l'horizon 2035, en tout cas, l'objectif c'est d'assurer un accès universel à toute la population. Voilà. Donc, en tout cas, on a dit ça, et c'est bien dit 85% à travers le réseau Nigelec, 10% à travers les kits individuels, et donc les kits, les installations en tout cas isolées, et 5% avec les mini-réseaux. Donc c'est des petites centrales qui alimentent un certain nombre de localités. Donc déjà, et aussi l'État a prévu en tout cas d'atteindre au moins 30% donc, des mix énergétiques. Donc 30% des énergies renouvelables dans les mix énergétiques. Voilà. Si maintenant, dans l'énergie que nous consommons, nous avons 100%, ça veut dire que les 30% devraient provenir des énergies renouvelables, minimum. Donc voilà, donc la stratégie, c'est sur ça que nous sommes en train d'avancer. Et tous les projets là que vous avez entendus, parce que s'il y a une demande, il faut une production pour la satisfaire. Un peu partout dans la ville, on constate l'installation des panneaux solaires au niveau des feux optiques, autant pour moi. Cela expliquerait peut-être l'importance de l'utilisation de ces énergies renouvelables. Ça réduirait le coût de l'électricité. Expliquez-nous un peu. Oui, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on a fait. C'est l'efficacité énergétique qu'on fait. Voilà. Donc, on remplace l'énergie conventionnelle par des énergies, donc l'énergie solaire, donc pour prendre en charge, en tout cas, certaines consommations. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et on souhaiterait même que tout le monde sur son toit pose. Parce qu'il y a des textes, en tout cas, qui permettent... Il faut les moyens aussi. Parce que tel que vous venez de parler, et le nouveau code, donc le projet de code qui n'est pas encore adopté, il a prévu ces mécanismes. Si vous avez sur votre toit, vous produisez plus que vous en avez besoin, donc vous pouvez vendre à la Nigeria, vous pouvez en tout cas essayer d'envoyer à d'autres qui ont besoin. Et là, ça va encore réduire donc, la consommation du fossile. Monsieur Rabiou, face donc à tous ces problèmes de fourniture d'électricité auxquels la population nigérienne fait face depuis comme des années, est-ce que vous pensez que la population devrait, si les moyens les permettent, migrer vers les panneaux solaires et autres? Oui, effectivement. Il y a beaucoup de ménages, même dans la ville de Niamey, qui avaient de grosses factures d'électricité chaque mois, mais ils ont utilisé des panneaux solaires pour un peu réduire la facture. Moi qui vous parle, donc une partie de mes équipements sont alimentés avec des panneaux solaires. Et il y en a qui ont fait plus que moi. Oui, il y en a qui ont mis sur les toits de leur maison, entièrement ils ont mis des panneaux, et pendant le jour, ils consomment l'énergie provenant de leurs panneaux solaires. C'est seulement la nuit, donc ils basculent sur Nigelec. Donc, du coup, ils vont voir que leur facture sera réduite au tiers ou au quart. Oui. Ça, vraiment, nous encourageons les citoyens à aller dans ce sens. Alors, monsieur le directeur, est-ce que l'utilisation de ces énergies renouvelables sont sans impact sur l'environnement? Bon, vous savez, il n'y a pas une énergie qui n'a pas d'impact. Voilà. Parce que quand vous prenez l'utilisation de l'énergie solaire, d'abord vous prenez de l'espace, elle a besoin de beaucoup d'hectares pour produire. C'est-à-dire qu'on occupe la terre, avec la terre sert à produire. Ouais, donc c'est le premier impact. Après, il y a la gestion des déchets aussi, parce qu'ils ont une durée de vie. Quand vous prenez l'hydraulique, donc un barrage aussi, vous stockez de l'eau. Là aussi, c'est des terres. Aujourd'hui, on est en train de déplacer des populations vers Ayoru. Ayoru, en tant que tel, va partir parce que c'est un bassin qu'il faut créer pour pouvoir utiliser au fur et à mesure. Donc, il y a aussi la biodiversité aussi, parce que tout ça, il faut les déloger en tout cas de leur lit.
Donc ça, ce n'est pour dire que ça. Aussi, il y a le bruit aussi. Un barrage, c'est une chute que ça crée, donc il y a du bruit aussi. Donc voilà, mais dans tout ça, on prend le côté le plus positif. Voilà. Et on prend des mesures d'atténuation. Et donc, si on doit prendre le côté positif à la date d'aujourd'hui, revenez un peu peut-être sur une des avancées en matière de promotion de ces énergies ici au Niger. Quelles sont les avancées à la date d'aujourd'hui en matière de promotion des énergies renouvelables? Comme je vous ai dit, si en termes de réalisation, j'ai dit, on a Malabasa en premier, on a Gorobanda qui est là, qui a été inauguré. Maintenant, il y a d'autres, un chantier, Gorobanda aussi 50 qui va venir, donc d'ici 2025, voyez-vous. Et après, donc, il y a d'autres, au niveau des, il y a d'autres projets, ça c'est déjà acquis, qui sont en route. Donc, au niveau des dossiers à 10 MW, solaire, Maradi, 10 MW, 20 MW solaire, dans le cadre du projet Ranakon, c'est ce qu'il vient de dire. Et c'est des centrales qui sont extensibles, donc on peut de 20 à plus. Donc au fur et à mesure, on peut augmenter. À Difa aussi, il y a une hybridation. Il y a une centrale là, 6 MW qu'on peut hybrider avec 10 MW solaires. À Agadez, nous avons une de 19 solaires et 6 MW thermiques. Donc dans les bureaux, beaucoup de localités, ils ont été hybridés et continuent à être hybridés. Comme vous avez aussi des kits qui sont en train d'être distribués. Vous avez dans des localités des lampadaires solaires qui sont là, aussi qui éclairent quand même, qui apportent de la sécurité dans ces localités. Donc vraiment, c'est immense. On est en train, certes, l'État, vous savez, la population est impatiente, mais on ne peut pas faire tout. C'est pas comme du pain, on met au four directement, on sort. Non, l'électricité, c'est pas comme ça. C'est tout un processus, ça prend du temps. Il faudra à mesure, entre-temps aussi, la population augmente, les besoins augmentent, les gens s'équipent, donc c'est de la consommation. Parce qu'aujourd'hui, quand on estime, la demande elle est importante. Certes, quand même une partie aussi elle est passive. Parce que certes, pour consommer, on détermine une consommation moindre. Mais pour atteindre ça, il faut avoir des équipements, n'est-ce pas? Sans équipement, dans tous les cas, ce n'est que passif. Mais quel est le besoin aujourd'hui? Projection en fonction de ça. Aujourd'hui, quel est le besoin réel sur le terrain en électricité de la population? Mais tous ceux qui n'ont pas, ils ont besoin. En termes de chiffres. Attendez, le taux d'accès, ça c'est par rapport aux ménages. Donc c'est en termes de ménages. Et les ménages, on prend 7 personnes par ménage. Voilà. C'est comme ça donc. Ça veut dire que si c'est 18%, c'est 18% seulement des ménages au Niger qui ont l'électricité. Donc ménage, si c'est 18%, il faut multiplier par 7 pour savoir c'est combien de personnes. Monsieur Rabiou, pensez-vous qu'avec toutes ces réalisations, certaines en cours, certaines déjà acquises, le besoin en électricité peut être satisfait ici au Niger? Oui, le besoin en électricité peut être satisfait à l'horizon 2030-2035 avec toutes les réalisations en cours, dont les hybridations et les centrales que le Niger va construire. Mais toutefois, il y a des problèmes sur lesquels nous comptons au ministère de les régler le plus vite. J'avais cité par exemple le problème de tarification. Maintenant, monsieur le DG, il y a un autre problème que je vais souligner. C'est le problème de la planification même. Nous avons constaté un problème au niveau de la planification. Bon, rapidement, le temps est contre pour aller vite, il y a des localités qui doivent être électrifiées par Nigelec, qui sont à côté du réseau Nigelec. Il y a des localités qui doivent être électrifiées par Ampère parce qu'il faut aller construire des mini-réseaux. Et il y a des localités qui doivent être électrifiées par Anorsol, il faut amener des kits individuels, etc. etc. Mais nous avons constaté, pendant qu'il y a plus de 1000 localités du Niger qui attendent d'être électrifiées par une seule technologie, mais il y a des localités qui ont des doublons. Donc, je vais donner deux exemples. Ici à Gorou, c'est dans la région de Tlaveri, d'Arwalam. Donc, Gorou, c'est une localité qui a un mini-réseau solaire construit par Plan Niger, mais financé par la CEDEAO. Donc, les populations sont branchées. Ampère a attribué à un opérateur qui les vend l'électricité. Et quelques années après, Nigelec est arrivé. Donc, puisque le prix du Nigelec est moins cher, toute la population a migré vers Nigelec. Donc, la centrale de Gorou, elle est là, abandonnée à elle seule. Même chose au niveau d'un village qui s'appelle Baucheri,
C'est dans la commune rurale de Kolaram, c'est à Zander, département de Myria. Donc là-bas aussi, il y a un mini-réseau sous financement de Exim Bank. Ça, c'est l'État qui a construit. Maintenant, quelques années après aussi, Nigelec est arrivé à Kolaram. Donc le même problème qui s'est posé à Gorou va aussi s'est posé à Baucheri. Oui, vous pouvez réagir. Il y a d'autres localités. Le temps est contre nous, on va donner le temps. Non, j'arrive. Il y a encore d'autres localités qui vont connaître ça. Oui, alors qu'il y a plus de 1000 localités qui attendent d'être électrifiées par au moins une source. Il y en a des localités qui sont électrifiées par et qui n'arrivent pas. C'est pas normal. Voilà. Monsieur Donc, le directeur, nous appelons au ministère de l'Énergie de régler ces problèmes de planification. Monsieur le directeur, quelle explication alors? En fait, ce qu'il dit, vous savez, c'est un problème qui est réel. Mais c'était la planification parce qu'on a, au niveau de la mise en œuvre de cette stratégie, donc le ministère a élaboré en tout cas un plan national d'électrification. Et donc, vous savez, il y a des localités qui se répètent au Niger, qui ont les mêmes noms. Alors que, donc, c'est des données qui ont été utilisées, donc, sur la base desquelles le consultant a fait son travail. Et effectivement, dans la mise en œuvre, on avait constaté, en tout cas, qu'il y a des répétitions, ou bien même certaines localités, le nombre de populations qu'on les attribue, c'est pas ça, ou c'est au-delà, ou c'est en deçà. Donc, et c'est pour cela, donc, en tout cas, on est sur en tout cas, le point de faire une revue de cette stratégie et donc de ce plan, en tout cas, pour essayer de bien cadrer les choses. Parce qu'on a vu ce que ça vaut. Mais quand même, il y a une planification. D'accord. Voilà. Normalement, à chaque fois, tel qu'il est planifié, donc, si un opérateur, on fait un système solaire ou isolé, c'est en tenant compte d'une certaine distance. Mais malheureusement, la distance, elle ne vaut pas ce qu'elle a été prévue. Merci. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps avant d'arriver. Et si ça arrive, il y a des dispositions. Donc, on transfère, on raccorde, et lui, il avance. Le temps est contre nous. Rapidement, Monsieur Rabiou du Kodayo, votre dernier mot, que faire pour que le secteur énergétique du Niger devienne vraiment efficace? Bon, efficace, le ministère est en train de se déployer, mais donc nous renouvelons notre appel de revoir la planification de l'électrification rurale au Niger. Il faut bien clarifier le champ de la Nigelec, le champ de Ampère et le champ de Anarsol. Il ne faut pas que l'un rentre dans le champ de l'autre. Et aussi nous insistons sur le problème des tarifs. Nous souhaitons qu'il y ait le même tarif d'électricité pour toutes les localités rurales du Niger, quelle que soit la source par laquelle elles sont électrifiées. Monsieur le directeur, votre dernier mot? Oui, bon, en fait, quand il dit par rapport au tarif, je crois que même avec lui, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, dans les ruraux, le prix n'est pas le même qu'en ville. Peut-être qu'il y a une plus grande différence, mais si on essaie de voir autour du mètre cube, en tout cas, c'est pratiquement la même situation. Alors, donc, votre dernier mot, rapidement. Le ministère, comme j'ai dit, en train de parler des textes et les dispositions, en tout cas, pour que l'électricité soit accessible. Quand on dit accès, c'est pouvoir se raccorder. Le tout qu'elle est disponible ne suffit pas, il faut accéder. Et on sait très bien, en tout cas, le rôle qu'elle joue. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a l'électricité, il y a l'énergie. Sinon, on n'arrive pas. Parce que les gens, s'ils arrivent à nous entendre, c'est parce qu'il y a l'énergie. Donc, l'énergie joue un rôle, et l'État est conscient, et l'État, dans tout cas, c'est lui qui est en premier. Et ce qui est sûr, je comprends, c'est une impatience. Eux sont des défenseurs. On comprend très bien. Même l'État, en tout cas, lui, son souhait, c'est faire ouvrir tout le monde. Mais ces moyens ne lui permettent pas. Ça ne lui permet pas de le faire immédiatement. C'est une question de planification, c'est une question de temps. Voilà. Et l'État est en train d'avancer. Et tout le monde le sait. L'État est en train donc d'avancer en matière de garantir un meilleur accès de l'électricité à toute la population. Des réalisations sont en train d'être faites, à savoir la création ou bien la construction de la centrale. À titre d'exemple, la centrale de Gorubanda. Ce sont donc là des réalisations pour faciliter l'accès à l'électricité à toute la population ici au Niger. Et on sait que de par les interventions de nos invités au Niger, les sources d'énergie renouvelables les plus efficaces qu'on trouve sont le soleil, l'eau, le vent.
Il suffit à la population d'en faire bon usage pour avoir vraiment accès à une électricité de qualité. C'est ici donc que prend fin ce forum. Nous étions en compagnie de M. Gado Salifou. Il est le directeur général des énergies renouvelables et efficacité énergétique au ministère des énergies et des énergies renouvelables. Merci d'être venu. Malam Issa Rabiou, chargé des programmes au sein du collectif pour la défense du droit à l'énergie CODAE et président de la coalition nigérienne des organisations pour le développement des énergies renouvelables. Merci également d'être venu. Je suis Nafisa Adam Sirfo. La technique est assurée par Abdoulaye Yakouba. La régie vidéo, c'est Nisaka. À très bientôt sur le studio Kalangu. Au revoir.